bonjour à tous, chacun et chacune de vous. Et encore une fois, merci d'être présent à ce point de presse. Tout d'abord, on veut confirmer malheureusement que nous avons 2 décès, 2 personnes qui résidaient au manoir aujourd'hui. Et j'aimerais offrir mes condoléances, bien naturellement, aux familles et aux proches des victimes, et ce au nom de tous les intervenants, tous les employés et le personnel et les médecins du CIS de Gaspésie. À ça s'ajoutent également 4 nouveaux cas qui portent le total à 103 personnes positives dans la région de la Gaspésie des îles de la Madeleine. L'importance de continuer nos efforts demeure. Parmi les moyens de limiter la propagation du virus, comme vous le savez tous, des points de contrôle ont été installés afin de restreindre l'accès à notre territoire. En effet, le 28 mars dernier, le gouvernement avait déclaré que 8 régions seraient fermées. La Direction de santé publique de la Gaspésie des îles de Madeleine a donc mis à la disposition du public une ligne sans frais afin de répondre aux questions concernant l'accès à nos régions. Le numéro est le 1-877-553-0712 et c'est fonctionnel à partir d'aujourd'hui. La ligne est ouverte de 8h à 16h et ce, 7 jours sur 7. Souvenez-vous également qu'il y a seulement les personnes dont l'adresse de résidence principale est située dans la région, les travailleurs des domaines prioritaires et les personnes désirant venir dans la région pour des raisons humanitaires qui peuvent entrer sur le territoire de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Nous invitons les personnes désirant venir en Gaspésie à appeler à la ligne sans frais afin de recevoir une autorisation d'entrer sur le territoire et ainsi d'éviter des mauvaises surprises au point de contrôle. Il est également important de noter que les personnes qui entrent sur le territoire de la région doivent nécessairement se mettre en isolement complet pour les résidents ou en isolement hors des heures de travail pour les travailleurs des domaines prioritaires. Pour les personnes venant sur le territoire pour des raisons humanitaires, l'isolement doit être respecté, sauf dans le contexte justifiant leur venue sur le territoire où les mesures de distanciation et d'hygiène doivent être respectées. Encore une fois, on vous le redit, le respect des règles, c'est la clé pour franchir une étape cruciale, donc celle de limiter la propagation du virus. Terminé, je veux assurer à tous les Gaspésiens et Gaspésiennes que l'ensemble du personnel du CIS de Gaspésie, les médecins, l'ensemble de tous les gens qui travaillent au CIS de Gaspésie contribuent de façon importante à faire la différence dans les moments difficiles que nous sommes en train de vivre comme communauté. Merci beaucoup. Merci. Docteur Bonivier. Bien, bonjour tout le monde. Alors, je vais peut-être réinsister sur un point que j'ai abordé hier, là, mais pour que ça soit bien clair. Comme vous l'avez remarqué, nous avons quand même réussi avec nos efforts collectifs des mesures de prévention qu'on a mis en place à aplatir la fameuse courbe épidémique. Et vous avez remarqué que depuis maintenant presque une semaine, le nombre de nouveaux cas n'augmente pas. On a toujours des nouveaux cas, mais ce nombre-là est stable, en gros, dans l'ensemble du Québec et pour nous aussi dans notre région. Alors, on passe donc à une nouvelle phase de l'épidémie qu'on appelle la phase de maintien. Ayant aplati la courbe, on se retrouve avec un grand plateau et l'épidémie va se poursuivre, bien sûr, mais j'espère qu'elle va continuer à se poursuivre à bas bruit comme ça, de telle sorte que les activités normales puissent reprendre peu à peu. Et là, c'est là tout le défi qu'on a, c'est qu'on doit reprendre les activités tranquillement, mais ne pas faire reflamber l'épidémie. Et là, il faut comprendre ce que la notion d'immunité. Vous savez que quand on est exposé à un virus ou une bactérie, notre corps développe des anticorps, donc développe des mécanismes de défense. Alors, c'est un peu ce qu'on fait quand on vaccine quelqu'un. On lui enseigne à reconnaître
un virus ou une bactérie, de telle sorte que lorsque le vrai virus, la vraie bactérie arrive, ben le corps est capable de se défendre rapidement. Ça, c'est la vaccination. Malheureusement, pour notre épidémie actuelle, on n'a pas de vaccin. Donc, les gens s'immunisent de façon naturelle, soit qu'ils tombent malades et qu'ils développent leurs anticorps, soit qu'ils rencontrent le virus, développent pas de symptômes, mais quand même développent des anticorps. Donc, s'ils rencontrent de nouveau le virus, ils sont capables de le combattre. Et on estime, là, si on regarde le nombre de personnes qui sont tombées malades jusqu'ici au Québec, c'est à peu près une personne sur 1000. Donc, il reste quand même beaucoup de gens qui n'ont pas été immunisés. En fait, on estime qu'à cause de la présence du virus dans la population, principalement dans les grands centres, il y a probablement autour de 5% de la population qui est immunisée à l'heure actuelle. Enfin, c'est une grande approximation parce qu'on va le savoir quand on va être capable de faire des études pour aller voir les anticorps que les gens ont développés, ce qu'on appelle des études sérologiques. Et ça, on n'a pas encore les outils pour le faire, mais ça s'en vient. Mais en gros, on peut retenir qu'il y a quand même une petite partie de la population qui est immunisée actuellement. L'épidémie et la propagation du virus est stable. Donc, le gouvernement a décidé de rouvrir certains secteurs. Donc, aujourd'hui même, comme vous le savez, l'industrie minière, l'industrie des aménagements paysagers, l'industrie des ateliers mécaniques, et puis commence aujourd'hui. Et puis, la semaine prochaine, ce sera l'industrie de la construction domiciliaire. Alors, en ouvrant comme ça, dans un contexte où on n'a pas acquis une immunité de groupe, là, il y a très peu de gens qui sont immunisés, le risque de flamber, une nouvelle flambée importante est quand même présent. Et donc, c'est important qu'on se répète le message que ce qu'on a réussi à faire pour aplanir la courbe, il faut le continuer pour être sûr qu'on ne va pas se retrouver avec une flambée qu'on a réussi à éviter jusqu'ici. Donc, juste se répéter les règles simples là, qu'on a développées ensemble. Quand on est symptomatique, quand on a de la toux, ou de la fièvre, ou de la difficulté à respirer, ou qu'on perd l'odorat subitement, on reste à la maison. On se fait tester si on peut, mais on reste à la maison. C'est principalement ça qui est le plus important. Puis quand on rencontre d'autres humains, sauf ceux avec qui on vit tous les jours dans la maison, là, ben on garde notre distance d'au moins 2 grandes longueurs de bras, là, 2 mètres. Et puis finalement, quand on a des... on se lave, excusez-moi, on se lave les mains régulièrement parce que c'est surtout par les mains que le virus risque de nous rattraper. Alors, une fois que ces 3 principes-là sont bien acquis, puis je pense qu'on commence à les connaître par cœur, là, moi je les répète au moins 3 fois à chaque fois que je parle, je pense que si on est capable de respecter ça, si les industries et les commerces qui se remettent en démarrage respectent les consignes qui leur ont été transmises par l'Institut national de santé publique, en tout cas si elles ne les ont pas reçues, la santé publique, le groupe de santé au travail en santé publique va se faire un plaisir de leur transmettre. Et si les mesures en milieu de travail sont bien respectées, on va être capable de continuer à ouvrir plus tard d'autres secteurs. Si par contre on n'arrive pas à bien respecter nos règles, on risque une relance de l'épidémie, puis on va être obligé d'attendre pas mal longtemps avant de rouvrir d'autres secteurs. Donc, c'est un peu l'enjeu dans lequel on se trouve. C'est un défi qu'on se donne collectivement de pouvoir vivre avec cette infection-là parmi nous, tout en rouvrant tranquillement nos secteurs d'économie. Puis, tranquillement, il y a des gens qui vont tomber malades, mais on espère qu'ils ne feront pas de complications. Puis, comme on garde nos capacités de services de santé, on sera capable de soigner les gens qui feront des complications. Alors, c'est là-dessus que je voulais surtout attirer votre attention aujourd'hui. Merci. Mirko de Silva, TV TVA.
Merci, pas de question. Merci. Marie-Océa, CFM. Oui, M. Bonnier-Vigée, les 4 nouveaux cas à ce moment-ci, ce qu'on sait, s'ils sont liés à une grappe qui est déjà connue en Gaspésie. Oui, un des nouveaux cas est lié à la grappe du manoir, les autres non. OK. Et deuxième question, une question un peu plus technique. Lorsqu'un patient qui a été atteint de la COVID-19 quitte sa chambre à l'hôpital, là je parle d'une chambre régulière, c'est quoi la consigne qu'on donne, notamment aux personnes qui font le ménage, le temps qu'on doit attendre pour que le virus se dépose? Et est-ce que cette consigne-là a changé depuis le début de la pandémie? Écoute, je suis pas un expert là-dedans, mais parce que je suis pas en milieu hospitalier. Mais de façon générale, pas à la chambre dans les 30 minutes qui suivent, là, quelque chose comme ça. Et puis les méthodes de nettoyage habituelles fonctionnent très bien avec ce virus-là. Donc il n'y a pas vraiment d'enjeu là. On va peut-être compléter On va juste laisser Mme Didier compléter. On va peut-être compléter, c'est que il y a quand même des méthodes de désinfection là, régulières qui fonctionnent bien. On rajoute de façon importante quelques heures là, pour attendre que la désinfection c'est vraiment fait. C'est suivi vraiment tant dans les chambres que plusieurs fois par jour dans les aires collectives également. Partout dans nos 48 établissements, là, 48 sites de l'établissement. Merci. Simon Gamache-Portac. Oui, bonjour. La question est pour Mme Duguay. Hier, vous avez lancé un appel pour que des gens se manifestent pour venir donner un coup de main dans le réseau. J'aimerais savoir c'est quoi le processus. Quelqu'un, mettons, aujourd'hui arrive et dit « Je serais prêt à faire telle chose entre le moment où il signifie son intérêt et l'embauche, ça peut prendre combien de temps? C'est quoi le processus exact? » Oui, écoutez, d'abord, il faut dire que nous sommes sur notre territoire à géométrie variable. Les besoins les plus importants à l'heure qu'on se parle sont vraiment dans la baie des Chaleurs. Donc, on appelle aux ressources humaines, qui a un numéro de téléphone là, pour parler aux gens des ressources humaines. On donne notre nom et on donne aussi notre intérêt ou notre formation. Et ces gens-là, actuellement, vous savez, on a besoin de préposés aux bénéficiaires, d'infirmières auxiliaires, d'infirmières. Ces gens-là, naturellement, prioritairement, vont être rappelés rapidement. Pour les autres aussi, pour les étudiants, on appelle aussi nos étudiants pour regarder avec eux comment ils pourraient nous aider, que ce soit au lavage de mains, que ce soit aux entrées de nos installations, que ce soit dans les cuisines, en hygiène et salubrité, en maintenance, partout. Donc, on leur donne d'abord une formation et principalement un coaching de prévention des infections. Donc, on a eu une belle réponse des retraités. On a eu une très belle réponse des étudiants. Actuellement, nous sommes en pourparlers avec les gens du réseau de l'éducation. Toutes les autres personnes qui appellent, on regarde avec le profil. Puis, comme je le disais, là, c'est important. Actuellement, les besoins sont dans le réseau de la baie des Chaleurs. Rocher-Percé, ça va quand même assez bien. Aussi, Côte-de-Gaspé et Haute-Gaspésie, parce que les retraités sont revenus et les étudiants. Mais tous les gens qui appellent doivent avoir une réponse. Et là, à ce moment-là, nous allons informer de la suite du processus. On appelle toujours au bureau de ressources humaines, que ce soit Rocher-Percé, Haute-Gaspésie, baie des Chaleurs ou Côte-de-Gaspé. Merci. Merci. Sophie Ricard. Question déjà posée, merci. Merci. Gilles Philibert. Oui, bonjour. Bonjour, M. le Dr. Vigée. Moi, quelles sont les conditions qui pourront permettre de rouvrir, c'est-à-dire effectuer la levée des points de contrôle policiers aux entrées de la Gaspésie? Quelles sont les conditions qui, donc, permettront de rouvrir la région? Ben, ce qu'on avait prévu, c'est que lorsque l'épidémie aurait
pris la courbe descendante, puis serait beaucoup la transmission communautaire soutenue que l'on connaît actuellement, ce serait un peu plus calmé dans les régions du sud là, du Québec, là, du sud et du centre. On pourrait commencer à lever tranquillement nos restrictions pour les régions. C'est une décision qui va se prendre au niveau national parce que vous savez que c'est un arrêté ministériel qui les a mis en place finalement. Donc, ça se discute dans le contexte de l'ensemble des mesures qui doivent être mises en place pour rétablir l'activité économique peu à peu. Alors là, la première étape, là, on va regarder qu'est-ce qui va se passer avec les 4 secteurs qui sont ouverts. On va voir tranquillement comment la chose évolue. Si on a un bon succès, il va probablement s'ouvrir d'autres secteurs. Puis en même temps, on s'attend à ce que la courbe épidémique prenne une allure plutôt en décroissance dans les régions les plus affectées. Alors probablement qu'à un moment donné, la décision va se prendre de laisser tomber ces restrictions de circulation entre les régions pour permettre que la reprise de l'activité économique se fasse plus normalement aussi. Alors, mais ça va toujours être sous la condition qu'on ne relance pas l'épidémie. Alors, tant qu'on va rester dans le plateau ou sous le plateau, on va avoir des bonnes chances que ces restrictions se lèvent. Si jamais la courbe se met à s'accélérer, puis qu'on risque de perdre le contrôle, ils vont rester là. Donc, ce que je comprends, ça répond à la question? Il faut aussi que ça diminue ailleurs au Québec parce que ce sont des gens susceptibles de provenir des grands centres qui pourraient venir vers la Gaspésie. Exactement, c'est ce que je disais. Il faut que la courbe épidémique prenne une allure de décroissance dans les régions où la transmission communautaire est soutenue. Très bien, merci. Merci. Joanne Bérubé, Radio-Canada. Oui, bonjour. Alors, moi, j'aimerais avoir des précisions sur les 17 résidents qui ont été déclarés positifs à la COVID-19 au manoir du Havre. Si je calcule bien, il y a eu 5 décès jusqu'à maintenant. Donc, il resterait 12 personnes qui ont été contaminées. Parmi ces 12 personnes-là, est-ce qu'il y a des gens qu'on peut considérer comme guéris, étant donné que l'infection a été constatée à la fin mars? J'aurais aimé aussi savoir si dans le nouveau cas, il y a des gens qui habitent au CHSLD de la résidence Saint-Joseph à Maria. Et enfin, je voudrais savoir s'il y a toujours 3 hospitalisations et si parmi ces hospitalisations, il y a des gens qui sont aux soins intensifs. Alors, on a toujours 3 hospitalisations, à ma connaissance. Je crois pas qu'il soit aux soins intensifs. En tout cas, il l'était pas aux dernières informations que j'ai eues. Vous avez posé beaucoup de questions. Alors, pour ce qui est des les questions de guérison, là, on est toujours sous un genre d'embargo du ministère pour dire au niveau régional les guérisons qu'on a, les calculs au niveau national. Alors, j'imagine que Clémence travaille très fort pour faire lever cet embargo-là. Alors, ça va nous arriver un jour, on va pouvoir le dire. Maintenant, vous aviez aussi d'autres questions? Je vais vous donner quand même une réponse générale. C'est parmi les 12 personnes qui sont toujours vivantes, qui ont été contaminées à la COVID-19, il y a des gens qu'on peut considérer comme guéris sans m'en donner le nom. Peut-être on peut considérer que certaines personnes ont été guéries. Et je vous posais aussi la question de savoir si, dans les nouveaux cas, il y avait des gens qu'on pouvait rattacher au CHSLD de la résidence Saint-Joseph. La résidence Saint-Joseph, non. Du manoir, oui. Oui. Pour ce qui est des guérisons, de façon générale, je sais qu'on en a, mais je ne pourrais pas dire si ces personnes-là font partie de ce groupe. OK. Merci. Fred Parent de BFF. Oui, bonjour. Ma question serait pour Dr Bonnier-Vigé. En fait, je voulais avoir votre avis à propos de quelque chose. Là, il y a des parce que vous avez parlé tout à l'heure là, que d'immunisation naturelle de la population qui, dans le fond, pourrait prendre un certain temps, d'après ce qu'on peut comprendre.
il y a d'éminents chercheurs américains qui disaient que la distanciation sociale serait sans doute nécessaire jusqu'en 2022. Est-ce que vous pensez que ce serait un scénario qui serait réaliste selon vous? Disons que, étant donné que la situation est pire puis un peu désordonnée aux États-Unis, ça se pourrait que ça prenne autant de temps que ça, mais nous, il faut le calculer en termes de mois, effectivement. Peut-être, il y a des gens qui ont avancé 1 an, mais là, on est dans la devinette beaucoup. Là. Mais plus on va être capable de contrôler la vitesse de propagation de la contagion, plus ça va durer longtemps. Mais en même temps, plus ça va nous assurer qu'on aura moins de personnes qui vont être malades avec des complications qu'on ne pourra pas soigner. Puis plus ça nous donne la chance aussi d'avoir des médicaments qui vont apparaître dans un premier temps pour traiter les gens, donc diminuer les souffrances. Et puis, plus ça nous donne de chance aussi d'arriver finalement à un vaccin, qui est dans l'horizon aussi d'1 an à 18 mois à peu près. On entend parler. Alors, c'est sûr qu'à partir du moment où on aura le vaccin, ben là, ça va nous permettre d'immuniser rapidement une grande partie de la population, puis là, on va moins s'inquiéter, on va vivre avec ce virus-là comme on vit avec l'influenza actuellement. Mais donc, vous ne seriez pas surpris que on ait encore des mesures de distanciation sociale ici au Québec dans 1 an, admettons? C'est possible, tout à fait. Okay, merci. Je pense que... Amélie Paquette, CHI Québec. Oui, bonjour. Ma question a déjà été posée, mais peut-être apporter une précision sur les 2 nouveaux décès. On sait que les 4 premières victimes ont été tous des personnes âgées qui étaient atteintes de maladies graves. Est-ce que c'est encore le même genre de profil pour les 2 nouveaux décès? Malheureusement, oui, c'était des personnes relativement âgées, là, dans les plus que 70 ans. Comme moi, quoi. Et puis, mais qui avaient aussi des maladies chroniques. Merci. Merci. Raphaël Lapierre, CFIM. C'est beau, j'ai pas de questions. Merci, Clémence. Merci. Gilles Gagné, Spec Soleil. Oui, Dr. Vigé, est-ce que vous en savez plus sur la transmission communautaire, les 1 ou 2 cas d'hier? Est-ce que la question a peut-être été posée, mais tantôt j'ai perdu le signal pendant un grand bout de temps. Est-ce que non, on a toujours quelques cas comme ça, là, comme je vous disais, de l'ordre de 1, 2 ou 3, qui sont pour lesquels on n'a toujours pas identifié la source de la contagion, ce qui nous laisse croire qu'on est dans l'étape de transmission communautaire sporadique, là, vraiment un tout petit peu. Très bien. La question a peut-être été posée aussi. Un des 4 nouveaux cas vient du manoir, les 3 autres? D'autres, on n'a pas le détail, là, parce que c'est pas relié à une grosse éclosion, donc ils sont dans les communautés. Très bien. Puis, dernière, pourcentage de personnes contaminées. Ah oui, au manoir, quel est le pourcentage des patients, des résidents qui ont été contaminés au manoir? J'entendais une collègue hier parler de 60%. J'ai peut-être manqué ce chiffre-là au fil des jours. Hein. Non, c'est pas mal ça. Ouais. 60? C'était 57%. Ça me va pour aujourd'hui. Merci. Mélanie Clavette. Ma question a été répondue, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, Nelson Sergerie, CHNC. Docteur Bonnier-Vigé, on connaît déjà les gens qui sont identifiés, mais est-ce qu'on a une idée des gens qui, dans la communauté, sont asymptomatiques et qui pourraient être porteurs de la COVID-19? Est-ce qu'on a une idée de ça? Non, malheureusement, puis c'est ça qu'on a hâte de pouvoir trouver parce que ça nous donnerait une bonne idée de la quantité de personnes qui ont développé une immunité.
Pour le savoir, ça nous prend des tests sérologiques, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir aller chercher dans le sang de ces personnes-là les anticorps qu'ils ont pu développer contre la COVID, contre le virus lui-même, là, en fait, le SARS-CoV-2. Donc, tant qu'on n'a pas ces tests-là disponibles, on ne peut pas faire ces études-là. Et le test, ça s'en vient. On nous parle de 3 semaines, 1 mois, mais c'est jamais. C'est juste que la stabilité, les caractéristiques des tests actuellement n'est pas suffisante pour que ça soit fiable. Et quand vous parlez d'aplanir la courbe, est-ce que aujourd'hui, avec 104 cas, là, est-ce qu'on est dans les projections que vous aviez, vous, ici en Gaspésie de la Madeleine? En fait, c'est quasiment mieux que ce qu'on pensait. Je pense que tout le monde est assez content au Québec d'avoir réussi à planir la courbe comme ça. Alors, le beau problème qu'on a, c'est de pouvoir reprendre nos activités sans faire de flambée. Mais oui, c'est à peine un cas sur 1000 à peu près. Là. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, moi j'aurais une question pour Mme Duguay. Mme Duguay, vous avez fait un appel à la solidarité. Ça semble avoir bien répondu. J'aimerais avoir un peu plus de précision là-dessus. Et j'aimerais aussi savoir si vous avez du matériel de protection en quantité suffisante pour ces gens-là, étant donné toutes les problématiques dont on a parlé au cours des dernières semaines. Oui, écoutez, en ce qui concerne les équipements de prévention des infections, actuellement, en Gaspésie, nous ne sommes pas en problème. On suit vraiment les orientations de la Direction de la santé publique en ce qui concerne l'utilisation des différents équipements. Mais actuellement, nous ne sommes pas en problème, ça va bien. On n'a pas d'inquiétude à l'heure actuelle. Maintenant, pour l'appel qu'on a lancé, ça a vraiment bien répondu. Écoutez, c'est sûr que l'appel était nécessairement précisément pour la baie des Chaleurs, mais partout en Gaspésie, parce qu'il faut qu'on se prépare également partout. Mais dites-vous que dans la baie des Chaleurs, on a eu beaucoup de retraités qui nous ont bien répondu dans les dernières semaines, les dernières journées. Une belle réponse des étudiants qui est tout à leur honneur. Et on sait qu'actuellement, on est en train de travailler une entente avec le milieu de l'éducation. Puis dans les prochains jours, on va avoir plus d'indications concrètes à cet égard-là. Il y a d'autres personnes également dans la communauté qui, leurs entreprises sont fermées, qui nous ont appelés nous ont contactés vraiment pour nous donner leur disponibilité selon leur intérêt. Donc, les ressources humaines sont en train de vraiment regarder l'arrimage qu'on est capable de faire. Ce qui nous manque actuellement pour la baie des Chaleurs, c'est des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, des infirmières auxiliaires, naturellement, là, prioritairement. Mais à part ça, je vous dirais qu'on essaie de répondre aux besoins et qu'on a eu une belle réponse. Aussi, je vais vous donner comme information que possiblement vendredi, le point de presse portera justement sur un portrait au niveau de nos ressources humaines pour la Gaspésie.